Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres à la une. Aujourd'hui, 4 septembre, les députés du Conseil national de la transition sont présentement dans la dernière phase avec le vote de la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Loi qui, selon certains patrons de presse, si elle est adoptée en l'état, risquerait d'être suicidaire pour les médias. Le point dans ce journal. Comme actualité, sachez qu'avant une transmission des textes portant statut des enseignants-chercheurs au Conseil des ministres, une validation des textes a eu lieu en présence de Michel Filiga, ministre en charge des enseignements secondaires et supérieurs au Burkina. Aussi, vous l'avez constaté comme nous, la pénurie de gaz est plus qu'un quotidien des Burkinabés et dans les prochains jours, cette situation s'accentuera. Les raisons dans ce journal. Bienvenue au 13h de Burkina Info. Une commission d'enquête indépendante pour les victimes de l'insurrection populaire verra très prochainement le jour selon le gouvernement burkinabé. Elle vise à mener toutes les investigations en vue de déterminer les causes des morts et des blessures enregistrées au cours de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier et des manifestations des 1er et 2 novembre 2014 n'ayant pas fait l'objet d'une information devant la justice. Dans ce cadre, nous vous invitons à suivre l'intervention du secrétaire général des blessés de l'insurrection, Adama Tapsoba, au micro d'Alida Tapsoba. C'est une très bonne chose et nous apprécions ça et vraiment nous demandons à la transition d'aller sur cette allure. On n'attendait que ça. Tant bien que ça a pris du temps. Sinon, vraiment, c'est une très bonne chose pour nous, quand nous, les blessés, on attend ça. Ça a été vraiment une joie d'apprendre ça parce que vraiment, on n'attendait que ça. Et il va falloir que nous souhaiterons qu'on nous implique dans cette enquête parce qu'il va falloir faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Par exemple, si je dis ça, c'est que nous, on avait reçu une liste avec Madame Merandon de la présidence. Et une liste où il y avait eu des blessés et des morts, c'était suite au même moment de l'événement et qui était dans une zone d'un site minier où des gens ont profité en même temps aller, je ne sais pas de quoi ils choisissent, mais ils se sont blessés là-bas et puis il y a eu des morts. Donc il va falloir que nous, on nous implique dedans dans cette commission d'enquête pour vraiment faire la bonne chose, quoi, la part des choses. On veut la justice, on veut que ceux-là qui ont donné l'autorisation qu'on tire sur les gens soient jugés, que ceux qui sont morts, qu'ils soient jugés, donc que les coupables soient jugés. Comme annoncé en titre, vous le savez déjà, c'est aujourd'hui 4 septembre qu'au niveau du CNT sera votée la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Et nous joignons en l'instant notre reporter sur les lieux, Ibrahim Zongo. Allô, Ibrahim? Bonjour, Allô, monsieur Zongo? tous les auditeurs. Bonjour à vous. Alors, quelle est la situation au niveau du CNT? Voilà, il faut dire, nous sommes au Conseil national de transition où se tient actuellement la plénière sur l'adoption de la loi portant régime juridique de la presse en général au Burkina Faso. Et il faut dire qu'il y a 63 députés qui sont là, c'est-à-dire donc que le quorum est atteint. Ils ont procédé à la lecture des dossiers relatifs au régime juridique de la presse au Burkina Faso. Et pour le moment, ils sont en train de procéder au cas par cas, article par article, pour l'adoption. Et il faut dire que sur le premier dossier qui concerne le régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, ils sont actuellement au niveau de l'article 120 où ils sont en train de progresser. Et il faut noter que jusque-là, tous les articles contenus dans le régime juridique de la presse écrite sont adoptés. Il faut dire les 120 articles sont adoptés à l'unanimité pour le moment. Parlons de la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Alors, quel est l'état actuel des tractations entre le gouvernement et les parlementaires? Il faut dire que le gouvernement est représenté au CNT ici par le ministre de la Communication, Frédéric Nikema, et les députés ont demandé aux environs de 10 heures une suspension pour pouvoir entrer en concertation avec le gouvernement, comme quoi les
les amendes ainsi qui seraient dans ce projet de loi sont très faramineuses, donc ils ont demandé à entrer en discussion avec le gouvernement. Ici présent même, et cela a été accordé. Ils se sont vus pendant 55 minutes. Au sortir de cette rencontre, ils se sont décidés sur une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA pour toute diffamation constatée dans l'exercice du journalisme. D'accord. Merci à vous, Monsieur Zongo. On vous retrouvera s'il y a encore d'autres informations pour nos téléspectateurs. Merci à vous. Parlons enseignement supérieur. Ce matin, plusieurs acteurs, partenaires et bénéficiaires du monde universitaire étaient en pleine validation de textes de projet de loi dont le contenu est relatif à la loi 025 portant statut des enseignants chercheurs des universités. Le compte rendu avec Joël Zundi. Améliorer la bonne gouvernance dans les universités publiques et instituts du Burkina d'une part et rattraper le retard académique endémique à l'université de Ouagadougou, tel est l'objet de l'atelier de validation des projets de décret d'application de la loi 025 régissant les emplois des enseignants-chercheurs. Le compte de ce matin va nous permettre d'examiner les projets de textes d'application de la loi du 18 mai 2010 portant régime juridique applicable aux emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs au Burkina. Outre le personnel de l'enseignement secondaire supérieur et de la recherche scientifique, l'atelier a connu la présence du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, car les deux départements partageraient les mêmes préoccupations. C'est le même contenu, les mêmes droits, les mêmes obligations. Et c'est heureux que le ministre de la Recherche scientifique et des Innovations ait fait le déplacement de ce matin. Je sais que c'est un ministre qui considère que la séparation de l'enseignement supérieur et de la recherche est une séparation pour plus d'efficacité, mais qui n'entraîne pas qu'il y a une véritable séparation de fond. Avant ce dernier acte, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ont eu une séance de travail avec le ministre Filiga Michel Sawadogo. Il y a beaucoup de mesures pertinentes qui ont été proposées ce matin et évidemment ça fait appel aussi à la responsabilité de tout un chacun, celui qui pose des actes qui sont des fautes graves qui compromettent la marche des universités devra en supporter les conséquences. Toutes ces rencontres d'échange et de concertation sont initiées pour permettre un bon fonctionnement des institutions de l'enseignement supérieur public du Burkina et d'assurer une performance de la réalisation des activités académiques. Le retard dans les universités du Burkina n'est plus qu'une évidence. Pour le ministre en charge des enseignements, ce retard n'est pas imputable au système LMD. Doumadié Guel Rodrigue. Le ministre de l'enseignement secondaire et supérieur a rencontré les différents acteurs des universités et instituts du Burkina ce jeudi 3 septembre 2015. Objectif, trouver une solution pour la résorption des retards dans les universités publiques. Le ministère et le gouvernement prendront les mesures idoines pour mettre fin à ce problème. Et pour cela aussi, il faudra prendre des mesures d'adaptation, intensifier les programmations des cours, organiser les examens dans des délais plus serrés et trouver les voies et moyens pour corriger les copies dans les délais les plus brefs. Donc je vous cite comme ça quelques mesures, mais il y a beaucoup de mesures pertinentes qui ont été proposées ce matin. Et évidemment, ça fait appel aussi à la responsabilité de tout un chacun, celui qui pose des actes qui sont des fautes graves, qui compromettent la marche des universités, devra en supporter les conséquences. Selon les ministres, le système LMD n'est pas la cause du chevauchement des années académiques, comme le pensent certains syndicats d'étudiants. La suspension du système LMD n'est pas la solution, dans la mesure où il y avait déjà des retards qui avaient commencé à naître avant l'application du LMD. Ensuite, le LMD est le système général
d'application dans les universités, et pratiquement dans le monde. Troisièmement, quand on parle des amphis, de l'insuffisance d'enseignants, est-ce que c'est le LMD qui fait qu'il y a insuffisance d'amphis, de salles, etc. Espérons qu'à l'issue de cette rencontre, naîtront des solutions pour pallier définitivement les retards dans nos différentes universités. Parlons jeunesse à présent. Dans le souci d'aider les jeunes à l'auto-emploi, 5000 d'entre eux sont en pleine formation. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin. Le point avec Viviane Bama. « 500 millions de francs CFA, c'est le budget alloué cette année au programme de formation des 5000 jeunes en entrepreneuriat. Une formation qui permettra à ces jeunes de mieux s'outiller sur les rouages de l'entreprise privée. C'est dans ce sens que le ministre en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils. C'est la détermination, la créativité, l'esprit d'initiative, la rigueur et la discipline personnelle. C'est sur cet appel à la culture de ces valeurs, culture qui s'inscrit dans un changement profond de mentalité, que je déclare officiellement lancé le programme de formation en entrepreneuriat des jeunes édition 2015. L'innovation majeure pour l'édition 2015 est la prise en compte des jeunes non scolarisés. Dans un système d'inclusion, parce qu'avant on excluait vraiment une grande partie des jeunes, ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, alors que c'est vraiment des potentiels entrepreneurs. Quand vous regardez sur le marché, ceux-là qui ont reçu, effectivement, c'est ceux-là qui n'ont même pas été à l'école. Donc on voudrait vraiment accompagner cette frange aussi de la population. Les jeunes qui seront formés cette année sont quant à eux conscients de l'importance du programme dont ils sont bénéficiaires. Nous sommes conscients que cette formation en entrepreneuriat est une opportunité d'insertion socio-économique. Des jeunes déscolarisés, diplômés des écoles supérieures et universités, ou nantis d'une qualification professionnelle en quête d'emploi rémunérateur. Ce programme de formation sur la technique de création, de gestion d'une micro-entreprise va s'accroître sans aucun doute la capacité, la créativité et l'esprit d'entreprise de la jeunesse burkinabé. Rappelons que cette formation s'inscrit dans le cadre du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ. Créé depuis 2007, ce sont à nos jours 4667 jeunes formés et 2402 plans d'affaires réalisés. Dans l'actualité, sachez que la loi sur la dépénalisation des délits de presse vient d'être votée au niveau du Conseil national de la transition avec les amendes pécuniaires vues à la baisse avec 1 million à 5 millions pour les contrevenants. Et nous continuons toujours dans ce journal. Les souscriptions à de nouveaux baux du trésor du gouvernement du Burkina Faso seront ouverts le 10 septembre prochain selon un avis d'appel d'offres publié sur le site UEMOA. Titre au total 30 milliards de francs CFA seront sollicités par le Burkina sur le marché des capitaux de l'Union monétaire ouest-africaine. Depuis le début de l'année, le Burkina Faso a déjà eu recours à ce mécanisme de financement pour mobiliser près de 130 milliards de francs CFA, des prêts de court terme remboursables sur 6 mois avec un taux moyen de 4,5%. Et les journées de promotion minière Promine qui permettent de présenter les derniers résultats de la recherche géologique auront lieu du 17 au 19 septembre prochain. Promine 2015 qui se tient sous le thème « Le secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique du Burkina Faso » se veut une tribune d'échange d'expériences entre les différents acteurs. Une centaine d'exposants venant de la sous-région d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord sont attendus à ces journées. En rappel, le Burkina qui compte 9 mines a adopté en juin dernier un nouveau code minier qui consent 1% des recettes aux populations. Et depuis le 1er septembre 2015, la Sodigaz ne peut plus prétendre à la convention de préfinancement au niveau de la nationale des hydrocarbures Sonabi. Comment cette situation s'explique? Le point avec Hassan Naklo.
fini la convention de préfinancement des subventions dues sur le gaz butane en faveur de la société de distribution de gaz Sodigaz par la Société nationale d'hydrocarbures Sonabi. La nouvelle est tombée le 1er septembre 2015 par voie de communiqué de la Sonabi. En fait, ce communiqué veut rendre compte à la population de ce qui se passe au niveau de la distribution du gaz. Vous savez que depuis 2001, il y avait une faveur qui avait été accordée à STD Sodigaz, à savoir que la Sonabi prenait en charge ses subventions, donnant le temps à l'État de verser la subvention à la Sodigaz qui vient nous reverser. Maintenant, les autres distributeurs ont trouvé que ce n'était pas normal. Ils ont déposé plainte. La plainte, en fait, était contre la Sodigaz, contre la Sonabi et aussi contre l'État à travers le ministère de l'Économie et des Finances. La Commission nationale de la concurrence et de la consommation a accédé à leur demande et a instruit la Sonabi de mettre fin à cette faveur qui était accordée à Sodigaz. Maintenant, nous voulons donc que la population soit informée de cette situation pour savoir à quoi s'en tenir, Environ 1 milliard de francs CFA étaient accordés à Sodigaz comme subvention de l'État. Une nouvelle qui va paralyser le fonctionnement de la société Sodigaz, à en croire le chargé de communication de la dite société. En l'absence de cette subvention, nous ne fonctionnons plus, simplement. Nous ne fonctionnons plus parce que nous ne pouvons pas mobiliser ce qu'on nous demande financièrement. Nous avons dit, s'il y a la possibilité, même dès demain, nous pouvons trouver du gaz pour les consommateurs auprès d'autres sociétés, d'autres fournisseurs qui sont prêts à attendre le remboursement par l'État. La subvention, ce n'est pas à Sodigaz qu'elle est accordée, je le répète, c'est aux consommateurs burkinabés. La subvention, c'est l'État qui la paye. Ce n'est pas Sodigaz qui paye la subvention en temps normal. Et je le répète, s'il y a une question de monopole, si nous prenons le secteur des mines, il y a des multinationales qui livrent en droiture des mines en commandant eux-mêmes leurs produits sur le marché international. Et nous ne pouvons comprendre pourquoi une entreprise nationale burkinabé ne peut avoir le droit aussi ou l'autorisation d'importer ce produit pour le mettre à la disposition des Burkinabés. Mais les deux sociétés rassurent la population qu'il n'y aura pas de pénurie de gaz avec l'entrée en vigueur de la procédure et que la concurrence de distribution du gaz est désormais ouverte à toutes les sociétés désirant investir dans la distribution du gaz butane. Le 14e congrès forestier mondial aura lieu à Durban, en Afrique du Sud, du 7 au 11 septembre prochain. La nécessité pour les gouvernements, la société civile et le secteur privé de stimuler l'investissement dans les forêts comme élément clé du développement durable est le thème du congrès selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Environ 20 ministres et délégués ministériels du monde entier se joindront aux chefs d'agences nationales et internationales et à plusieurs milliers d'experts venus participer à ce congrès qui a lieu tous les 6 ans, précise le communiqué. En rappel, c'est la toute première fois que le congrès forestier mondial se tient sur le sol africain depuis sa création en 1926. Autre information dans ce journal, le saviez-vous? Le monde entier compte près de 3 000 milliards d'arbres selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature mercredi dernier. C'est près de 50% de moins qu'au début de l'ère humaine. Chaque année, les forêts perdent 10 milliards d'arbres selon la revue scientifique Nature. Encore des travailleurs au chômage. Près de 137 travailleurs de l'hôtel Azalaï incendiés lors de l'insurrection populaire pour avoir abrité des députés censés voter le projet de loi sur la modification de l'article 37 de la Constitution sont au chômage. Arriérés de loyer et de frais de scolarité sont leur quotidien. Leur cri de cœur dans cet élément d'Hassan Nakro. Ils sont en pleine discussion. Eux, ce sont les ex-travailleurs de Azalaï Hôtel Indépendance. Victimes de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014, ces agents au nombre de 137 sont en majorité livrés au chômage. Au jour d'aujourd'hui, je vous informe que nous traversons quand même des situations difficiles. Parce que, de un, beaucoup n'ont pas été intégrés, voilà. Nous n'avons pas eu en tout cas un soutien énorme comme ça par rapport
en tout cas dans le cadre du travail. Voilà. Et beaucoup n'ont même pas encore payé la scolarité de l'année passée. Et nous sommes à l'orée encore de 2016, la rentrée 2016-2000. Voilà. Donc nous n'avons rien eu. Voilà. Et c'est vraiment, nous traversons une situation difficile. Là, c'est comme il a eu à souligner, nous avons des difficultés pour assurer les loyers, pour assurer la scolarité de nos enfants et très bientôt, ça serait un problème pour nous. Et pour pouvoir faire face à ces problèmes, à tout moment, il y a nos bailleurs aussi qui nous harcèlent. Donc, voici un peu, en gros, nos difficultés. Sans oublier aussi qu'il y a nos parents qui comptaient, qui étaient derrière nous. Et donc, il y a un ensemble qui souffre actuellement. Certains d'entre eux pointent du doigt l'État burkinabé d'être à l'origine de leur situation. Pour dire la vérité, c'est l'État burkinabé. Parce que la direction de l'hôtel Azaleh a reçu une réquisition émanant de l'État burkinabé, signée par le ministre à l'époque, Jérôme Bougma, ministre de l'administration territoriale et de l'administration territoriale à l'époque. Voilà, donc c'est sur cet agissement que le problème est arrivé. Malgré l'aide du ministère de l'Action sociale, ces ex-travailleurs interpellent le gouvernement à voir leur situation car la rentrée scolaire avance à grands pas et beaucoup d'enfants risquent d'abandonner leur école faute de moyens financiers. Hors de chez nous, un double attentat suicide a eu lieu hier matin près d'un camp de l'armée camerounaise à Kéréwa, dans le nord du pays. Bilan 19 morts et 141 blessés selon les autorités. Ce double attentat coïncide avec l'installation progressive de la force mixte multinationale dont les chefs se sont réunis hier à Fotokol pour saluer notamment la prise de Gabarou par les forces nigérianes qui ont donc fait jonction avec les contingents camerounais et tchadiens. Et c'est aujourd'hui 4 septembre qu'aura lieu à Brazzaville au Congo la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux africains. Plus de 15 000 athlètes officiels et journalistes de 54 pays y participent. 22 disciplines sportives ont été retenues pour cet événement sportif continental. Il est prévu également des activités scientifiques, culturelles et des camps de jeunes dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de ces Jeux. En rappel, l'État congolais a consenti un investissement de plus de 400 milliards de francs CFA et la majorité des rencontres auront lieu dans le complexe sportif de Kintele. Il est attendu chaque jour 80 000 supporters dans ces différents sites. Aussi, la première édition des Jeux africains a eu lieu en 1965 à Brazzaville au stade Massamba Débat. La loi sur la dépénalisation des délits de presse a été votée aujourd'hui même au CNT. L'amende pécuniaire a connu une diminution, c'est-à-dire que maintenant pour diffamation, les organes de presse vont payer une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. Dans ce cadre, nous recevons sur ce plateau Abissi Charlemagne, président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso UNALPHA. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du 13h. Bonjour, Benazi. Alors, quel est votre sentiment après ce vote de la loi sur la dépénalisation des délits de presse? Bon, il faut dire que ce sont des sentiments mitigés. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a eu une révision à la baisse du quantum, donc pratiquement de 15 millions à 5 millions. Mais nous pensons que c'est toujours un peu trop cher payé. Voilà, donc vous demandez donc à la presse donc 1 à 5 millions pour ce que nous connaissons donc de la presse aujourd'hui, c'est un peu difficile. Donc je pense que les députés auraient pu écouter un peu le plaidoyer que nous avons fait en leur demandant de garder donc les quantums anciens, c'est-à-dire maximum 1 million de francs, tout simplement. Donc vous vouliez une amende pécuniaire d'environ 1 million de francs. Alors pensez-vous que c'est une manière pour l'État de reprendre ce qu'il a donné de la main droite? C'est le sentiment que nous avons, ou en tout cas que nous avons eu, parce que nous avons dit simplement que nous pensions
c'est ce que nous avons dit aux députés lorsque nous avons reçu, que nous pensions que finalement, ce que le gouvernement nous proposait, c'était simplement de donner une certaine valeur donc à la peine privative de liberté, c'est-à-dire on évalue un peu ce que ça représente la prison et on le met sous forme de numéraire. Et bon, c'est ce qui s'est passé finalement. Donc si on proposait 15 millions, et là encore, nous pensons que c'est toujours trop, parce que c'est effectivement donner d'une main et reprendre de l'autre. Une conséquence réelle sur la liberté de la presse, voire la pluralité des organes de presse au Burkina. C'est dangereux parce que ce que ça peut laisser supposer, en tout cas dans la pratique quotidienne, c'est cette forme de censure, d'autocensure que ça peut faire peser sur les rédactions. Vous savez, c'est difficile. Notre métier est tellement compliqué déjà et que, bon, en plus de cela, si nous devons faire attention à cette épée de Damoclès qui est sur nous chaque fois, il y a des choses, il y a des vérités à côté desquelles nous allons passer. Et je voudrais peut-être encore continuer le plaidoyer en disant que ce n'est pas le montant de l'amende qui est le problème. Ce qui est certain, c'est que les uns et les autres ont dû reconnaître aujourd'hui que la presse au Burkina n'est pas la presse des années 90. Donc nous avons beaucoup évolué en termes de professionnalisation, mais aussi et surtout en termes de responsabilité sociale. En parlant de professionnalisation, récemment sur la scène politique, plusieurs acteurs de la presse ont été mis au verrou. En rappelle notre confrère du reporter. Alors, comment faire pour que l'État puisse avoir confiance aux journalistes présentement au Burkina dans un contexte assez mitigé? Vous savez, dans toutes les professions, il peut arriver que l'on fasse des erreurs. Ça se voit dans la justice, ça se voit dans la médecine. Voilà, c'est pareil dans la presse. Évidemment, voilà, écoutez, jusqu'à présent, je n'ai pas vu qu'on ait attrait un médecin devant la justice pour faute médicale. Bon, voilà, donc je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur le journaliste, alors que son travail, en tout cas c'est le fait de bonne foi, c'est juste pour exposer un certain nombre de choses qui permettent au pays d'avancer, tout simplement. Donc le débat, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le débat du journaliste, c'est-à-dire sur ces sanctions-là, ce n'est pas ça l'essentiel. Je voudrais simplement que les uns et les autres aient confiance à la presse burkinabé, qui, vraiment, lorsqu'on regarde un peu dans la sous-région, est une presse exemplaire. Et il faudrait qu'on continue tous ensemble, si nous voulons que nous travaillions ensemble au développement de ce pays-là et que nous soyons le modèle que nous avons souhaité pour l'Afrique et pour le monde entier, après les insurrections des 30 et 31, eh bien, qu'on permette aux journalistes de travailler en toute liberté et qu'il n'y ait pas cette chape de plomb sur lui chaque fois qu'il est dans une rédaction et qui doit choisir un sujet ou traiter un sujet. Un fait majeur présentement dans l'actualité, c'est l'utilisation des blogs. Demain, 5 septembre, c'est la journée internationale du blog. Or, au Burkina, on constate que 36% des journalistes burkinabés ont un blog. Alors, comment arriver à encadrer ce domaine en pleine évolution, selon vous? Oui, mais encore une fois, il faut faire appel encore à la conscience professionnelle de chacun. Vous savez, l'espace de liberté qu'offre aujourd'hui Internet, et qui est cet espace qui n'est pas encore totalement régulé, eh bien, n'offre que, comment on va dire, c'est-à-dire que limite un peu les actions des pouvoirs publics. C'est-à-dire que si vous refusez à quelqu'un qui est dans un média classique de traiter l'information, il a tout le droit de publier ce qu'il veut, pour l'instant en tout cas, sur son blog. Et si jamais il est diffusé assez largement, écoutez, l'information passe. Donc, tout est encore une fois dans la formation, dans la conscience professionnelle du journaliste. Il faut faire confiance simplement. C'est vrai que ce qui nous préoccupe, nous, et c'est notre combat de tous les jours, c'est faire en sorte qu'effectivement, ceux que nous avons dans nos rédactions soient des journalistes professionnels, c'est-à-dire qui ont donc à cœur de respecter la déontologie du métier et qui ont une éthique professionnelle assez aguerrie.
Des perspectives de formation des journalistes qui viennent d'autres flancs, à savoir on a des géologues, on retrouve des historiens, on retrouve même des juristes dans le journalisme. Alors comment arriver à inculquer à toutes ces personnes la déontologie tant décriée par certaines personnes? Alors moi je vais vous surprendre, je vous dirais que moi j'ai toujours considéré le journaliste comme étant celui qui, dans un premier temps, a au moins en lui pour 50 à 60% de culture générale. Vous voyez? Parce que la déontologie et l'éthique, ce sont des choses qu'on peut enseigner, qu'on peut acquérir en l'espace de 2 semaines. Ok? Maintenant, les techniques journalistiques, ben, vous pouvez les acquérir si vous êtes bien, en l'espace de 6 mois, vous pouvez les acquérir. Voilà. Donc tout le reste repose sur la culture générale, mais aussi sur l'éthique donc, de celui qui veut pratiquer le journalisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un sens moral assez élevé, tout simplement. Et qu'il sache qu'il a une responsabilité sociale par rapport à ce qu'il écrit, à ce qu'il dit, voilà, donc tous les jours. Et c'est ça d'abord qu'il faut viser, c'est-à-dire s'assurer que ceux-là qui sont à l'antenne savent de quoi ils parlent, ils maîtrisent bien les contours de ce qu'ils disent, voilà, donc, et ont bien sûr une certaine aisance et des compétences dans le domaine dans lequel, en tout cas, ils veulent s'exprimer. D'accord. Merci beaucoup. Alors, au niveau de l'Union des éditeurs de presse libre, quelle est la formation que vous donnez aux journalistes qui sont en plein développement? Alors, dans un premier temps, c'est que d'abord, ce sont des recommandations que nous faisons donc, aux rédactions, parce que pendant longtemps, il y a eu cette guerre-là, voilà, donc notamment les privés ne sont pas professionnels, ainsi de suite, parce que et les choses ont beaucoup évolué, parce que nous avons dit, bon, il faudrait que nous nous prenions vraiment au sérieux, parce que nous faisons un travail sérieux, qu'il y a des règles qu'il faut observer. Alors aujourd'hui, vous allez voir que l'UNALPHA est sur le terrain aujourd'hui avec des partenaires, mais c'est essentiellement pour l'instant sur les élections à venir, c'est-à-dire la formation, le renforcement des capacités sur la couverture des élections, parce que c'est aussi un rendez-vous très critique pour les journalistes, très délicat à manœuvrer. Donc je crois que pour l'instant, si nous arrivons à passer l'information pour le traitement citoyen de l'information politique, eh bien je crois que nous allons gagner faire un pas de plus. Bon, et ce qui est important aussi, c'est que, bon, par rapport, si vous permettez, par rapport aux élections à venir, que nous puissions encore une fois montrer que nous avons grandi, notamment dans le privé, nous avons grandi, nous avons des capacités, des compétences internes et que l'on peut définitivement compter sur nous. Dans le cadre des élections, le CSC a mis en place un nouveau manuel concernant le journalisme et le traitement de l'information. Alors, quels sont les points sur lesquels il faut insister afin que les journalistes comprennent dans quel cadre ils doivent traiter l'information, surtout en période de campagne électorale? Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que en période électorale, ce qui est capital, ce sont les faits. Voilà, lorsque vous restez sur les faits, ben, vous avez moins de risques de vous tromper et de causer donc, du tort à la fois donc, à tierces personnes et à votre rédaction. Voilà, donc c'est le plus possible de rester sur les faits. Et d'ailleurs, voilà pourquoi nous pensons qu'il est important, juste avant les élections, dans le cadre de la synergie que nous sommes en train de monter, de faire une revue donc, pratique dans la formation donc, des reporters électoraux. Pour revenir sur les éléments importants, ce que nous avons appelé les must not. Voilà, parce que sur le terrain, c'est compliqué. Lorsque la personne n'a pas l'expérience nécessaire, il y a des choses qui peuvent passer. Parce que nous sommes dans l'euphorie, parce que nous sommes dans l'urgence, il faut faire attention à beaucoup de choses. Et encore une fois, faire appel à sa responsabilité sociale. D'accord, merci beaucoup à vous. C'est moi. C'est tout pour cet entretien avec M. Abissi Charlemagne, qui est présentement le président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. C'est tout pour cet entretien qui met d'ailleurs fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Konkuyan et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wewe Pareba Deredwa.